Alors, bonjour. Oui, mon nom est Jacques Rousseau. Je suis un avocat à la retraite. Je m'occupe depuis le début de ma retraite. Mon projet, c'était de m'occuper de questions d'environnement. Et donc, j'ai participé à plusieurs grandes opérations en environnement, que ce soit Énergie Est, Énergie Saguenay, et maintenant, je suis, entre autres, préoccupé par le projet de TESS Canada. Et aujourd'hui, je vais vous présenter simplement le projet de TESS Canada et vous dire qu'on peut se poser des questions sur ce projet-là. Alors, de l'hydrogène vert, on peut penser que c'est quelque chose qu'on peut penser utiliser dans une perspective où on veut se débarrasser des énergies fossiles. Mais attention. Alors, ça, c'est ce que veut faire TESS Canada. Alors, de l'électricité et de l'eau pour faire de l'hydrogène vert. Alors, je répète, les sources d'énergie, c'est de l'hydroélectricité, c'est du solaire et c'est des éoliennes. Le procédé d'électrolyse pour produire cet hydrogène. Et là, ça devient, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils veulent combiner l'hydrogène avec du CO2, et là, ils vont produire du méthane, CH4. Produire du méthane, ça, c'est comme le méthane, c'est la molécule qu'on retrouve à grande échelle. C'est 98-99% de ce qu'on trouve dans le gaz naturel fossile. Donc, c'est là qu'on arrive aux utilisations qu'ils veulent faire du méthane et du gaz de sources renouvelables qu'ils vont produire en combinant de l'hydrogène et du CO2. Alors, premièrement, tous ces procédés-là, j'ai un ami qui est un ancien prof à Polytechnique Montréal qui décrit ça comme un spaghetti. Ils ont fait des études pour connaître le taux de retour énergétique, c'est-à-dire quand on prend l'énergie qu'on a au départ, puis qu'on arrive avec l'énergie qu'on a à la fin, c'est-à-dire au moment où on a de l'hydrogène, est-ce qu'on a plus d'énergie ou moins d'énergie? Vous allez voir. C'est une question à leur poser. Et si ces études-là existent, s'ils ont fait ces études-là, quel est le résultat? Bon, j'en viens maintenant aux utilisations que TESS Canada nous laisse entendre à propos de son hydrogène et du méthane qu'elle va produire en combinant l'hydrogène et du CO2. Les deux tiers de toute cette production va se retrouver en gaz, en méthane, qui va être injecté dans les tuyaux d'énergie. À partir de ce moment-là, l'énergie qu'on peut qualifier de verte, jusqu'à un certain point, là, quand on dit on a pris de l'hydroélectricité, du solaire, de l'éolienne, tout ça, on a combiné ça avec de l'eau, on a fait, bon, je vous ai décrit le processus, je ne répète pas. Ça, à partir du moment où ça se retrouve dans les tuyaux d'énergie, c'est combiné avec 98% de gaz fossile. Alors, dans les tuyaux d'énergie, présentement, il y a 2% de gaz qu'on dit de sources renouvelables,
puis il y a 98 d'énergie de gaz fossile qui vient de fracturation hydraulique et qui est fait à l'extérieur du Québec parce qu'au Québec, on a interdit de faire de l'exploration et de l'exploitation, entre autres, du gaz naturel. Ça, c'est fini au Québec. Il faut donc importer ce gaz naturel-là qui se retrouve à 98 dans les tuyaux d'énergie. OK. Alors, prenons... Quand on regarde le projet de TES Canada, ils nous disent le gaz de source renouvelable, puis là, il faut comprendre que c'est plus du gaz de source. À partir du moment où il est dans les tuyaux d'énergie, là, c'est à 98 du gaz fossile, c'est plus de l'énergie renouvelable. Ça va servir, notre énergie va servir à des industries qui sont difficilement électrifiables. Bon. En soi, ce n'est pas une mauvaise idée. On sait très bien qu'il y a effectivement, il y a des industries comme la métallurgie qu'on ne peut pas facilement électrifier. Donc, on a besoin d'une source différente. Alors là, on nous dit on va utiliser de l'énergie renouvelable. Bien, entendons-nous, là, à 98 ce n'est pas de l'énergie renouvelable, c'est du gaz naturel de source fossile qui est tout à fait ordinaire. On n'est plus dans l'énergie renouvelable. Donc, en plus, quand on regarde comment cette énergie-là va être acheminée, elle va circuler dans toutes les conduites d'énergie. Et Énergie n'aura pas des conduites d'énergie renouvelable destinées spécifiquement à des industries difficilement électrifiables. Non. Ça va circuler dans toutes les conduites. L'énergie produite par test est fournie et envoyée dans les tuyaux d'énergie va servir à toutes sortes de choses. Et, entre autres, va servir à chauffer des bâtiments. Chauffer des bâtiments avec du gaz, c'est vraiment pas la meilleure solution. Et surtout, on peut le faire beaucoup mieux avec l'électricité. Donc, là, on a utilisé au départ de l'électricité pour arriver à produire du gaz. Puis, on va chauffer des maisons qu'on pourrait chauffer à l'électricité avec ce gaz-là. Et pendant tout ce processus-là, on a perdu beaucoup d'énergie. C'est un problème. Vraiment un problème. La deuxième utilisation que TES Canada nous dit qu'elle va faire de son hydrogène, c'est le transport lourd. Bien, le transport lourd, présentement, là, à l'hydrogène, il n'y en a pas. Tout est à... Mettons les choses au mieux, tout est à développer. Il n'y a pas de transport lourd qui roule à l'hydrogène de ce temps-là. Et ça, on parle du Québec, on parle du Canada, puis paraît-il qu'il y en a un peu aux États-Unis, mais c'est somme toute très peu. Donc, si je résume, TES Canada nous dit on va produire de l'énergie pour les industries difficilement électrifiables. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Entendons-nous. Il y en a peut-être une portion qui va aboutir dans des industries, mais c'est pas TES qui va produire de l'énergie renouvelable et qui va l'envoyer directement dans une usine qui va fonctionner avec de l'énergie renouvelable plutôt qu'avec d'autres choses moins écologiques. Ça, c'est pas. L'autre chose,
je reprends l'hydrogène qu'on voudrait utiliser qu'on voudrait destiller au transport lourd, tout est à faire. Donc, dans ce sens-là, et c'est ça que je veux dire en terminant, le projet, produire de l'énergie renouvelable, on sait très bien qu'on veut en produire, mais encore faut-il qu'on s'en serve comme il faut et qu'on s'en serve à bon escient. Et dans le cas de ce que nous propose TES Canada, on est loin du compte. On est vraiment loin du compte. On pourrait se retrouver à chauffer les maisons au gaz avec un petit peu de la molécule concoctée par TES Canada, un tout petit peu, là. Il y a présentement dans les tuyaux d'énergie seulement 2% de gaz renouvelable. Le reste, c'est du fossile. Puis, quand on parle... Oui, je vois le signe. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel du message que je voulais passer. Et je cède la parole à Jean qui va présenter le prochain intervenant. Merci. Je pense que Jacques a bien résumé là, la difficulté. C'est peut-être pas facile à comprendre pour tout le monde, là, mais moi, si je retiens un mot, c'est vraiment la perte d'énergie dans le processus de fabrication. Là. Il y a une grosse perte d'énergie. Donc, l'électricité qui serait produite, il y en aurait une grosse perte. Et là, moi, je dis à tout le monde qui font des présentations, parlons au conditionnel. Des fois, on entend, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Attention, ils pourraient faire ci, puis ils pourraient faire ça. Si on s'oppose, ils ne feront pas. Hein? Donc, je dis à tout le monde, parlons au conditionnel. Notre prochain invité, Claude Charron, militant de la première heure dans la MRC de l'Érable, où ils ont été envahis par les éoliennes. Claude Charron, citoyen de Saint-Ferdinand d'Halifax. Bonjour tout le monde. On entend bien en arrière? Est-ce que vous entendez bien en arrière? Oui, ça va. En tout cas, rapprochez-vous, sinon, parce que j'ai des choses importantes à vous dire. D'abord, merci d'être venu aujourd'hui en si grand nombre. Ça prouve une chose, que vous avez à cœur, le bien-être de votre communauté, que vous voulez seulement des belles choses, des bonnes choses qui arrivent dans votre communauté. Alors, un grand merci. J'aimerais ça enchaîner, avant de parler de mon expérience des éoliennes dans l'Érable, parce que moi, ça fait 10 ans que je vis à l'ombre des éoliennes. Je voudrais juste enchaîner avec ce que Jacques dit sur ce projet de TES-là. Ça va être extrêmement court, 2 petites minutes. Le promoteur se targue, se vante de dire que son projet de 4 milliards de dollars est un projet complètement privé, de l'argent privé, que là, ça ne nous coûtera rien. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, là. Parce qu'il y a des crédits d'impôt. Il va se qualifier, le promoteur va se qualifier pour un crédit d'impôt ce qui m'a fait, oui, de 40% sur la construction, la production de l'hydrogène, un autre crédit d'impôt de 30% sur les panneaux solaires et les éoliennes, la construction des éoliennes. Ensuite de ça, il va probablement bénéficier de subventions de la Banque de développement du Canada et possiblement de Investissement Québec. Ensuite de ça, il va bénéficier d'un bloc d'énergie de 150 MW à 3,5 sous, alors que nous, on le paye 6,5 jusqu'à 7,5. Ça, c'est le tarif spécial pour les industriels, 3,5 sous. Ensuite de ça, il est fort probable que si, à un moment donné, les liquidités manquent, parce que c'est un projet extrêmement coûteux, c'est fort probable que la Caisse de placement et de dépôt du Québec puisse intervenir. Parce que l'ex-directeur de la Caisse de dépôt et de placement du Québec fait partie de la direction de TES. Ensuite de ça, ce projet-là, qui est un projet, selon Paul Martin, qui est un ingénieur chimiste,
de l'Ontario. C'est un procédé extrêmement énergivore et coûteux, de 3 à 14 fois plus élevé par rapport à des solutions d'électrification directe. Autrement dit, là, si on ne prenait pas le gaz, là, ce gaz-là, d'hydrogène qui va être produit, ça coûterait 3 à 14, selon le procédé là, retenu, ça coûterait de 3 à 14 fois moins cher d'électrifier directement les véhicules dont on veut fournir là, l'hydrogène. Donc, M. Martin conclut, notre analyse suggère que la chaîne du gaz, le gaz vert hydrogène s'annonce compliquée, inefficace et coûteuse. Alors, ce projet-là a toutes les caractéristiques d'un éléphant blanc. Vous savez, c'est quoi un éléphant blanc? Je vais vous lire la définition du dictionnaire. Un méga projet d'infrastructure qui amène plus de coûts que de bénéfices à la communauté. C'est ça, un éléphant blanc. On s'enligne. Enfin, je pense qu'il y a plus, je ne suis pas le seul, là. Il y en a plusieurs qui voient ce projet-là comme étant un éléphant blanc, un peu comme la cimenterie de Port-Cartier. Il y en a plusieurs éléphants blancs comme ça qui nous coûtent des centaines de millions de dollars des poches des contribuables. La mine Raglan, la mine de diamant Raglan est un autre exemple. Alors, voilà, c'était la mise au point là, concernant ce projet-là. Alors, les éoliennes. Moi, je suis ici pour parler des éoliennes. OK? Je vais vous parler des impacts des éoliennes. Qu'est-ce que c'est que de vivre avec des éoliennes? Le premier impact, évidemment, c'est l'impact visuel. Nous, dans notre coin, c'est des éoliennes de 2 MW qui font 450 pieds de haut. OK? Moi, je suis entouré de 20 éoliennes. La plus proche est à 1 km. Ensuite de ça, ça va à 1,3, 1,5, 2, 2,4, jusqu'à 4 km. Il y a 20 éoliennes que je vois de chez moi. Le parc en contient 50. Les 30 autres, je ne les vois pas parce que nous, on est en terrain montagneux. Alors, il y a des petites collines qui m'empêchent de voir les autres éoliennes. Mais quand je me promène, quand je sors de chez moi, mais je suis toujours dans le parc. Alors ça, c'est l'impact visuel, il est toujours avec vous, là. Il est toujours, c'est vraiment, puis c'est placé sur les crêtes des montagnes, donc c'est une présence qui est écrasante, qui est encerclante. Alors, cet impact-là est vraiment majeur, vraiment, puis il n'y a aucune mesure d'atténuation. Ce qu'on nous a dit comme mesure d'atténuation, les promoteurs nous ont dit, bien, plantez-vous des arbres. Un arbre, ça prend du temps avant de pousser. Ici, les éoliennes vont avoir 650 pieds, 200 pieds de plus. C'est des 6,4 à 7,2 MW. C'est plus de 6 fois la hauteur de l'église. Puis ici, vous êtes en terrain, non pas montagneux. Bon, je voyais qu'il y avait ça commence à être, il y a des petites collines un petit peu plus loin. Mais là, eux autres, ils veulent en mettre 140. Alors, le 140, là, il y a des fortes chances que vous allez toutes les voir. Au moins une centaine, au moins 50, là. Parce qu'il n'y a pas rien qui va vous cacher, là. Fait que là, constamment, là, vous allez faire l'épicerie, vous allez aller chez votre voisin, chez vos amis, vous allez visiter, vous allez être constamment dans un parc éolien. Constamment. Puis le soir, les petites lumières rouges vont vous rappeler que les éoliennes sont toujours là, que vous êtes vraiment dans une zone industrielle et non, vous n'êtes plus en zone rurale. Là. Alors, quand vous arrivez chez nous, dans le coin à Saint-Ferdinand, la première chose que vous allez voir, c'est les éoliennes. Ce n'est pas les montagnes là, que vous allez voir, c'est les éoliennes. C'est ça qui va vous accueillir. Le paysage, lui, est rendu en bas des éoliennes. Toujours là, c'est toujours la même topographie. Mais ce qui attire l'œil, en plus que ça bouge, c'est les éoliennes. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est le bruit des éoliennes. Le bruit des éoliennes, il y a de deux sources. Il y a la pale qui fend le vent, puis qui fait le même bruit qu'un jet. Quand vous avez un jet dans le vent. Mais excepté que le jet, il n'atterrit pas. Il est toujours là. La deuxième source sonore, c'est quand la pale passe devant le mât. Ça fait comme ça, souche.
souche, souche. Ça, donc, il y a deux sources d'impact. À 1 kilomètre, là, on les entend, les éoliennes. Moi, je suis à 1 kilomètre, là, on les entend très, très bien, même ça devient extrêmement fatigant. C'est vraiment fatigant. Par contre, le facteur d'utilisation est de 30 à 35 %. Ça veut dire que les éoliennes tournent seulement le tiers du temps. OK? Ici, le facteur d'utilisation va être entre 20 et 25. Donc, les 2 tiers du temps, là, il faut être une semaine, là, vous n'entendez pas, là, ils ne tournent pas les éoliennes. Alors, le soir, les éoliennes tournent plus le soir que le jour. Le soir et la nuit, c'est de 60, à peu près 60 %. Et le jour, environ 40 %. Le soir, c'est vraiment fatigant. À l'heure du souper, quand il n'y a pas de vent au sol, on entend les éoliennes. À cause du phénomène de l'inversion thermique, la chaleur accumulée au sol s'élève le soir, va chercher les vents en basse altitude, environ à 2, 3, 4, 500 pieds, qui sont plus froids, se crée une turbulence pour faire fonctionner les éoliennes. Alors, quand tu es sur ton patio le soir, ou tu fais un petit feu à l'extérieur, tu entends les éoliennes. Puis il n'y a pas de source d'atténuation du bruit, là, parce qu'il n'y a pas de bruit dans les feuilles. Il n'y a pas de vent au sol. Le vent, il est en haut. Là, la nuit, si les éoliennes tournent assez fort, l'été, vous devez être obligé de fermer votre fenêtre. Puis si votre maison n'est pas isolée, bon, par exemple, j'ai un couple d'amis, eux, ils habitent dans un loft sur leur terrain, c'est pas isolé, OK? Parce qu'ils ne veulent pas coucher dans leur maison, ils couchent dans leur loft. Alors, ce qu'ils font, ils ont un petit fan qui fait un bruit blanc. Ils mettent un ventilateur, puis ils s'endorment au bruit du ventilateur. Il y en a d'autres ce qu'ils vont faire, ils vont aller coucher au sous-sol. Là, c'est pas tout le monde, là. Okay? Il faut vraiment être dans la zone d'influence forte des éoliennes, une zone environ de 2 km. Là, les promoteurs nous disent que les éoliennes de 6 MW, ça va faire moins de bruit que les éoliennes de 2 MW. Ah, c'est toute une nouvelle. D'abord, c'est un aveu que les éoliennes de 2 MW sont dérangeantes, déjà en partant. Ensuite, ils disent que ça va faire moins de bruit, alors que les pales font presque 250 pieds de long, juste une pale, c'est 6 MW. Puis la surface balayée par les pales est 3 fois plus grande que la surface balayée par les pales de 2 MW. Alors, d'affirmer que les éoliennes de 6 MW vont être moins bruyantes, c'est vraiment, là, on n'est pas loin du mensonge. Là. Ça prendrait vraiment des preuves de ça. Là. Vous savez, les distances séparatrices par rapport au bruit, principalement, et pour d'autres impacts, visuels aussi, puis pour la santé, on va le voir. À Capcha, le premier parc éolien, là, c'était des éoliennes de 3/4 de mégawatts, puis la distance séparatrice était de 500 mètres. Chez nous, c'est des 2 mégawatts, 3 fois plus puissantes, au moins 3 fois, et puis la distance séparatrice qu'on a adoptée comme règlement, c'est de 600 mètres. Alors, c'est vraiment, vraiment pas assez. Tandis qu'ici, les 6 mégawatts, ce à quoi on s'attend comme distance séparatrice, ça va être environ 800 mètres. OK? Ça, c'est. Moi, une 2 mégawatts à 1 km, là, c'est l'enfer déjà, là. Alors, 6 mégawatts à 800 mètres, alors c'est vraiment pas d'allure, là. Alors, nous, on est dédommagés, ceux qui n'ont pas signé de contrat, avec les éoliennes. Bon, d'abord, vous savez que les municipalités reçoivent des redevances, OK? Des éoliennes, des centaines de milliers de dollars. Nous, c'est 100 000 $ par année pour 30 éoliennes. On a 30 éoliennes. Alors, dans l'entente signée entre le promoteur et la municipalité, c'est marqué ceci. Les sommes versées dans le fonds devront servir en priorité à l'atténuation des impacts négatifs du projet.
Alors là, c'est quand même assez clair. Le promoteur reconnaît qu'il donne de l'argent pour atténuer les impacts négatifs. Et nous, on reçoit 500 $ par année, ceux qui n'ont pas de contrat avec le promoteur. Et écoutez ce qu'il dit le promoteur. C'est le contrat là, qui nous lie au promoteur. Accepte de verser un montant additionnel pour compenser la présence et les impacts des éoliennes sur les propriétaires n'ayant pas signé de contrat d'option et se trouvant affectés directement par le projet. Alors, eux, ils ont dit que ça valait 500 pièces, toutes les nuisances qu'on a. Évidemment, ils ne nous ont pas consulté pour ça, là. Un autre impact important, là, le seul fait qu'il y a une annonce qu'il peut y avoir des éoliennes dans votre coin, là, déjà, là, vos résidences viennent de perdre de la valeur d'au moins 10, 15, 20 %. Le seul fait qu'il y ait une annonce. Le projet il est loin d'être fait, là, encore. Là. Si le projet se fait, là, ça va aller jusqu'à 30 %. Dans certains cas, peut-être plus. Puis ça va être difficile de vendre votre maison aussi, là. Ça va être difficile d'attirer des nouveaux résidents aussi, ou d'attirer des petits commerces, des petites industries aussi, là. Je prends mon cas personnel. Cette année 2023, avec le nouveau rôle d'évaluation municipale, ma propriété a été dévaluée de 5 %. Pourtant, j'ai mis 40 000 $ dans les 3 dernières années. Pas beaucoup quand même, mais 5 %. Par contre, encore pire, parce que toutes les résidences, il y a eu comme une consolidation là, du rôle d'évaluation, toutes les résidences, les propriétés ont été revues à la hausse de 25 %. 25 %. Toutes les résidences, toutes l'évaluation municipale. Alors moi, je n'ai pas eu le 25 % de plus là, que tout le monde a eu. Là. Non seulement ça, mais 5 % de moins. Alors, 25 plus 25, ça fait 30. 30 %. Alors, mettons juste 20 %, mettons, là, ma propriété vaut 250 000. Parce que j'ai quand même un grand terrain. On est dans la campagne. Les terrains sont grands. 250 000 à 20 % de dévaluation, ça fait 50 000. On a demandé aux promoteurs, juste avant le projet, parce qu'il y a eu les audiences du BAP, on a demandé aux promoteurs s'ils étaient prêts à signer un papier comme quoi, s'il y avait une dévaluation des propriétés, s'ils étaient prêts à payer le manque à gagner, plus une pénalité de 5 %. Le promoteur n'a jamais voulu signer ce papier-là. Parce qu'au Danemark, c'est une loi. Les promoteurs sont obligés de se conformer à cette loi. Il y a différentes modalités, là, mais quand même, au moins, les gens sont protégés à ce niveau-là, au niveau de la dévaluation des propriétés. Oui, comme je disais tantôt aussi, ça peut être long de vendre votre maison. Là. Monsieur Yvon Bouc, que Jean connaît bien d'ailleurs, Yvon Bouc, qui a mis sa maison en vente, ça a pris un petit peu moins de 3 ans avant de trouver un acheteur. Et puis, c'était souvent, bon, il n'y a pas, ça ne se bousculait pas au portillon pour venir visiter, là, avec le parc. Là. Quand les gens venaient, là, c'était toujours la même raison, les éoliennes. Puis en plus, il y avait la sous-station, parce qu'il n'y a pas juste les éoliennes, il y a la sous-station là où on dirige l'énergie, on prend l'énergie éolienne pour l'envoyer dans les pylônes d'Hydro-Québec. Un autre impact, c'est sur la santé. Bon. Le syndrome éolien. Le syndrome éolien a été reconnu par l'Organisation mondiale de la santé pour donner des maux de tête, des vertiges, des nausées, troubles du sommeil, anomalies du rythme cardiaque. Alors ça, c'était extrêmement difficile pour nous de faire la preuve de ça dans notre coin. OK? Mais il y a quand même, c'est quand même bien documenté
Il y a même un cas en France où un couple qui avait un gîte ont poursuivi les promoteurs pour les maux, pour les nuisances là, des éoliennes. Et ils ont gagné. Ils ont été dédommagés de 100 000 euros, ce qui fait à peu près, je ne sais pas, peut-être 150 000 dollars. Et je vais juste vous lire un petit peu le jugement de la Cour qui a jugé en faveur de ce couple-là. Le syndrome des éoliennes, quelque subjectif qu'en soient les symptômes, traduit une souffrance existentielle, voire une détresse psychologique, c'est-à-dire une atteinte à la qualité de vie qui toutefois ne concerne qu'une partie des riverains. Évidemment, ce n'est pas tout le monde là, qui sont atteints de ce trouble-là. Toutes les études, si on fait un bilan de toutes les études, on peut parler là, dans une zone de 2 km, d'environ 8 à 10 des gens qui pourront être atteints, qui seront atteints de ce syndrome-là éolien. Mais moi, au niveau de la santé, là, ça c'est un point. Il y a un autre point qui est extrêmement important qui affecte vraiment la santé des gens. C'est toute l'angoisse, l'anxiété, le stress causé par la venue des éoliennes. Alors ça, là, tu te poses énormément de questions. Tu te dis, bon, ma propriété va être dévaluée. Comment je dirais aussi ce qui va causer aussi des problèmes, là, on va parler en même temps là, de la division sociale. Parce que là, c'est vraiment là qu'on va s'installer des traumatismes psychosociaux, la perte là, la détérioration, je dirais, des relations sociales, là. Les chicanes entre voisins. Enfin, là, oui, on peut parler de chicane, mais c'est une mésentente, là. Tu sais, la légendaire là, entraide entre voisins en milieu rural, là ça disparaît, ça. Ton voisin ne sera plus là pour t'aider, là, parce qu'on n'est plus sur le même, on n'est pas sur la même longueur. Lui est signé avec le promoteur, toi, tu ne voulais pas d'éoliennes. Alors ça va se répercuter, pas juste avec tes voisins, mais avec tes amis, puis dans ta famille, puis même ton couple, puis avec les élus. Finalement, là, tout le monde, là, c'est la chamade, là. C'est vraiment le chaos, c'est vraiment la division sociale qui s'installe. Là, on est rendu avec deux groupes, là, deux systèmes de valeurs, deux visions qui s'affrontent, là. Alors ça, dans la communauté, là, c'est extrêmement, extrêmement délétère. Délétère, ça veut dire que c'est une atteinte à la santé. Alors, toutes des relations sociales, quand elles sont détériorées comme ça, là, tout le stress que ça crée. Tu sais, quand tu parles des amis, même des familles, on a vu des choses terribles là, chez nous, là, par exemple, aux fêtes. Il y a des familles, il y a des gens de la famille, ils n'allaient pas au réveillon parce qu'ils n'étaient plus de la même idée. Là. Les familles étaient séparées. Là. Ça arrive aussi avec avec les voisins, puis avec plein de monde. Là. Puis certains commerces qui s'étaient affichés pour le projet, bien, ils étaient boycottés. Je prends une petite gorgée d'eau. Comme par exemple, là, moi, ma conjointe avait un salon de coiffure. Et puis, évidemment, j'ai été identifié comme étant contre les éoliennes. Il y a beaucoup de clients qui étaient pour les éoliennes, mais ils ne venaient plus au salon de coiffure. Là. Ça me fait penser, quand je parle du salon de coiffure, au niveau visuel, au niveau de la nuisance visuelle, nous, on avait le droit, là, enfin ma conjointe, juste une petite affiche de 30 par 40 cm. Alors, on sait que dans les municipalités, il y a quand même là, de réglementation pour l'affichage. Tu ne peux pas mettre n'importe quoi comme affiche, là. Ou à cause, justement, comme nuisance visuelle. Par exemple, les maisons mobiles. Il y a un parc pour les maisons mobiles. Une maison mobile en campagne, tu n'as pas le droit, là, parce que c'est une nuisance visuelle. Ou s'il y a quelqu'un qui met toute sa machinerie, là, c'est pas en ordre, il va avoir, l'inspecteur va passer, puis il va lui dire là, de ranger son terrain. Là. Mais pour les éoliennes, là, nuisance visuelle, aucun problème.
Alors, c'est très difficile, même après 10 ans, là, les blessures, les cicatrices ne sont pas tout à fait refermées encore. Là. Il y a encore beaucoup là, de tensions dans la communauté. Et bien, la seule façon de se protéger de ça, c'est qu'on ne parle jamais d'éoliennes. C'est un sujet tabou. Sinon, parce que si on parle de ça, ça rouvre des vieilles blessures. Puis il y a encore beaucoup d'animosité. Les éoliennes sont toujours là comme témoins là, pour nous le rappeler. Là. Alors, d'autres impacts avec ça, là, au niveau social, c'est le désengagement social des gens. Comme tu n'as plus le goût là, de travailler avec la municipalité. Là. Moi, j'étais très actif dans ma communauté, mais après, là, c'était fini. Là. Quand les élus là, ont pris position pour les éoliennes, puis non, après ça, c'est un désengagement social. Puis une perte de confiance aussi envers les élus, là, qui n'ont pas écouté la population, là, parce que nous, on n'en voulait pas, là, puis qui n'ont pas voulu faire un référendum alors qu'on en demandait un. Là. Donc, tu perds confiance envers les élus. D'autres, je pense que c'est important aussi de dire qu'au niveau agricole, 2% des terres au Québec sont cultivables. Il y a juste 2%. Alors, je pense que l'emprise qu'ont les éoliennes sur les terres agricoles, c'est extrêmement important de protéger ce 2%-là. On va parler d'emprise de l'éolienne. On va parler aussi, il y a des chemins pour se rendre aux éoliennes. Les chemins, comme chez nous, là, c'est 32 km de chemin supplémentaires. C'est comme une moyenne emprise. Là. Puis de chaque côté de ce chemin-là, ça prend du drainage, ça prend des fossés. Alors, le drainage, les nouveaux patrons de drainage, ici, c'est sûr que c'est moins vallonneux, là, mais nous, ça a eu un impact parce que toute cette eau-là, les nouveaux patrons de drainage font que l'eau se précipite à toute vitesse là, dans le lac. Nous, on a le lac William ou dans les rivières, dans les ruisseaux. Alors là, il y a ça peut apporter des problèmes de sédimentation, des problèmes d'érosion et de pollution. Alors ça, évidemment, je ne pourrais pas apporter la preuve de ça, mais nous, on s'en aperçoit de l'érosion. Donc, l'emprise des chemins, c'est pas négligeable non plus. Là. Ensuite de ça, bien, cette énergie-là doit être acheminée à l'usine. Donc, ça prend une ligne de transmission. C'est une autre emprise. Là. Ça, on ne vous en parle pas. Là. Chez nous, pour amener la sous-station aussi, c'est une autre emprise sur le territoire. La sous-station, c'est là où va se concentrer toute l'énergie éolienne pour la transférer dans les pylônes d'Hydro-Québec. Mais là, ça prend une ligne là, qui va aller rejoindre le poste d'Hydro-Québec. Nous, la ligne, elle a 13 km et 50 pylônes de plus. Moyenne emprise, là. Moyenne emprise. Alors là, vous allez avoir affaire avec Hydro-Québec. Puis là, Hydro-Québec, c'est pas drôle là, avec eux autres. Là. Eux autres, ils te donnent un prix, ils te suggèrent un prix qui est le tiers de ce que ça vaut. Alors là, si tu veux te battre avec Hydro-Québec, là, bonne chance. Nous, il y en a qui se sont battus avec eux. Ils ont engagé des firmes indépendantes pour faire une évaluation de leur propriété, sinon, ils allaient être expropriés. Alors, ça leur a pris, comme M. Bouc, justement, qui a déménagé, ils vont, 2 ans et demi de tractation juridique, là, de démêler avec la justice contre Hydro, pour avoir le prix que ça valait. Il l'a eu. Ça a pris 2 ans et demi. Mais là, si tu calcules les coûts de l'avocat, il n'y a pas resté grand-chose. C'est la somme de tous ces impacts-là là, qui fait là, qui rend ces projets-là plus opportun ou non opportun, là, ça sera à vous à juger. Là. Ensuite de ça, au niveau des retombées économiques, ça n'amène aucune activité économique. OK? Aucune. Il n'y a pas personne, il n'y a aucun emploi qui va être créé. Remarquez qu'on n'a pas besoin d'emploi ces temps-ci.
mais quand même, aucune activité économique, que l'argent qui est versé aux municipalités et à ceux qui accueillent les éoliennes. Je regarde mes notes. Au niveau de la santé, là, combien de temps qu'il me laisse? 2 minutes? OK. Je ne pourrais pas vous parler de tous les impacts. J'aurais aimé ça, là, vous parler d'autres impacts, comme les chutes de glace, les effets stroposcopiques, qui sont plus anecdotiques, là, mais qui sont vraiment réels, parce qu'on a vraiment des témoignages de ça, mes voisins, mais c'est tout simplement mes voisins. Mais je pense que ça fait quand même pas mal le tour, là. Mais je vais juste peut-être vous lire une dernière phrase. C'est la conclusion du rapport du BAP dans notre coin, juste avant la construction, là, ce que disait le BAP. Le BAP disait, c'est la conclusion, là, le territoire est habité de façon extensive, ce qui ne permet pas d'éloigner suffisamment les éoliennes des habitations et des routes. Alors, je pense que c'est tout, là, mais le Conseil des ministres en a décidé autrement. Alors, là, ici, là, vous avez de l'information sur les éoliennes. Vous avez entendu mon témoignage. Moi, je pense que c'est important de dire, je vais prendre une gorgée avant de le dire. C'est pas une soirée, en fait, oui, non, ça, certainement pas, on est le jour, mais c'est pas une rencontre d'information anti-éoliennes. OK? On n'est pas contre les éoliennes. On est pour les éoliennes, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe où, pas n'importe comment, comme on veut nous le faire. C'est à nous à décider. C'est à nous à décider comment on veut vivre dans notre communauté. OK? Ça, je pense, parce que les éoliennes, il y a des endroits, bon, par exemple, là, il y a des parcs, il n'y a pas eu aucune opposition, là. La Seigneurie de Beaupré, le parc Nicolas Rioux en Gaspésie, à Puyat, il n'y a pas d'habitation près de là. Le dernier appel d'offres qui vient juste de sortir là, cette semaine, oui, exactement, 300 mégawatts à la Manique, c'est Hydro-Québec et Boralex qui vont s'occuper de ça avec les communautés autochtones. Aucun problème. Alors, ce qu'on dit, il y a des endroits au Québec où les gisements éoliens sont encore bien meilleurs qu'ici, là, qui vont aller jusqu'à 35 là. Ici, là, c'est 20-25 %. Alors, près de la baie James aussi, il y a déjà eu des projets, là. Manic, baie James. Il y en a d'autres endroits, il y en a plein de gisements éoliens. C'est grand, le Québec, là. Alors, il y a des endroits pour les éoliennes industrielles comme ça. Pas dans la face des gens, pas dans la cour des gens. Alors, moi, en terminant, là, c'est quoi qui est important pour vous? C'est quoi vos vraies valeurs, là? Le dynamisme, la première richesse de votre communauté, là, c'est le dynamisme des gens. OK? C'est l'interaction entre les gens pour faire fonctionner là, toutes les activités, tout le bénévolat, la bonne entente. C'est ça la première richesse. Alors, si on amène la division sociale, là, c'est vraiment une des pires choses qui peut arriver dans une communauté. Alors, ça, c'est très, très, très important. Alors, battez-vous pour vos valeurs. Moi, je pense que c'est très important de faire tout ce que vous pouvez faire là, pour essayer là, de basculer ces projets-là dans des milieux qui sont beaucoup plus opportuns qu'ici. Alors, merci beaucoup. La première fois que j'ai entendu Claude, c'est ce que j'ai retenu le plus. La plus grande richesse qu'on a, c'est la richesse sociale et environnementale de notre milieu de vie. Ça, c'est la plus grande richesse. C'est ce que j'ai retenu de sa première présentation, la fois où je l'ai connu. Je le remercie d'ailleurs de parler au conditionnel. Parce que souvent, quand les gens parlent de ces projets-là, ils disent « ils vont faire ci, puis ils vont faire ça ». Oublions pas, ils pourraient, parlons au conditionnel. Si on n'en veut pas, puis qu'on se mobilise, il n'y en aura pas. Il y a une chose que Claude a dit, que je voulais rajouter, moi. J'en ai parlé à certains producteurs. Moi, je suis producteur de lait. J'ai vu, évidemment, il y en a probablement au Québec, là. Mais j'ai vu un reportage de producteurs agricoles, de producteurs laitiers en France, dans une vallée où il y a eu des éoliennes, et eux produisaient du lait.
Il y a un type, en passant, je vous dis, là, si vous voulez avoir des liens, là, laissez-nous votre adresse courriel sur la feuille de présence parce qu'on peut vous fournir des liens de comprendre. Le producteur de lait dit, dans ma région, je produisais du lait, ça allait bien. Les vaches n'étaient pas dehors en dessous des éoliennes, là. Ils étaient dans un grand bâtiment comme la plupart des fermes ici maintenant. Du jour au lendemain, les vaches ont arrêté de donner du lait. Fais venir le vétérinaire, trouve pas le problème. Les vaches sont correctes. Fais venir le responsable de l'alimentation. L'alimentation est correcte. Trouve pas le problème. Les vaches arrêtent de donner du lait. Ou un autre producteur, encore dans une région d'éolienne, avait des avortements dans son bétail. Trouve pas le problème. Un jour, ils ont pensé à faire venir un hydrogéologue. Ça, c'est quelqu'un qui va faire des recherches, mais souterraines, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol. Ils ont découvert qu'il y avait comme un cours d'eau souterrain, une nappe phréatique, mais un cours d'eau souterrain. Les ondes électromagnétiques des éoliennes circulaient par l'eau. Les animaux le sentaient. Les animaux, un peu, ce que certains producteurs connaissent, c'est tensions parasites par l'eau. Ils ont compris que c'était à cause... Parce que, à partir du moment où les éoliennes ont commencé, les vaches ont arrêté de donner du lait, c'est ça? Et là, c'est documenté, là, c'est pas... Tu sais, des fois, on dit, « Oh, j'ai le droit à mon opinion. » Là, c'est pas une opinion, là, c'est la science qui parle, là. OK? Madame Rachel Fallman, conseillère municipale à Saint-Zéphirin de Courval. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, comme a dit Jean, je suis conseillère municipale à Saint-Zéphirin de Courval dans la MRC de Nicolet-Yamaska. Et aujourd'hui, je vais vous parler aussi de mon expérience qui date, en fait, tout a commencé pour les projets d'éoliennes dans mon secteur il y a 1 an, presque jour pour jour. Lors d'une séance préparatoire pour le conseil, j'ai appris qu'il y avait un projet potentiel d'éoliennes dans la MRC. Mais la première chose qu'on nous a dit dans cette rencontre, c'est qu'il ne fallait pas en parler. Et il fallait garder ça secret. Donc, déjà en partie, je me suis dit, bon, moi, je trouvais ça étrange. C'est un projet qu'on appelait communautaire, qui était pour le bien de tout le monde, mais il ne fallait pas en parler. De l'autre côté, je me suis dit, bon, des fois, il y a des choses, des projets qui sont très embryonnaires, qui ne finissent pas par se réaliser, puis bon, il faut pas paniquer les gens. Donc, dès le début, moi, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'informer en attendant qu'on soit en mesure de parler publiquement de ces projets-là. J'ai pu, entre-temps, rencontrer des personnes comme Claude, parler à des personnes comme M. Langelier, à lire plusieurs rapports du PAP. Oui? Oui? Plus fort? Oui, c'est bon. Je suis pas habituée. C'est-tu mieux comme ça? Je vais parler plus proche du micro. C'est bon. Donc, c'est ça. Je me suis mis à lire beaucoup de rapports du BAP. Puis, vraiment, le BAP est une très précieuse ressource parce que on voit les conclusions. Les BAP émettent des recommandations. Mais les recommandations vont souvent dans le sens de plus de démocratie, des référendums, plus de participation citoyenne dans le processus. Et tout ça, je voyais ça un peu venir que ça allait, dans mon secteur, comme ça s'est passé un peu ailleurs, on met ça un peu de côté. Donc, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, en mars, on reçoit un appel à la municipalité d'un producteur agricole qui nous dit il y a un promoteur éolien qui est venu cogner chez nous qui veut que je signe un contrat d'octroi d'option. Qu'est-ce que le conseil municipal en pense? Et on s'est tous regardés et on dit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pense, on n'en a même pas vraiment parlé, c'est supposé d'être un projet embryonnaire. Comment ça se fait qu'on voudrait déjà que vous signiez un contrat? Donc, encore une fois, j'ai posé des questions, puis j'ai demandé à mon maire, mais comment ça se fait? Il dit, ah ben, ça a juste été vite de même. J'ai dit, ben, pour moi, en tout cas, c'était pas satisfaisant comme réponse. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller voir le conseil des maires à la MRC. J'ai posé des questions là-bas aussi. On m'a dit de ne pas me préoccuper parce que, en fait, oui, c'était embryonnaire, que finalement, les promoteurs, on n'avait pas le contrôle là-dessus, qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient sur le terrain. Mais encore là, je trouvais ça un peu étrange. Mais quand j'ai fait mes calculs, j'ai regardé aussi quand je faisais mes recherches et j'ai vu qu'il y avait un article un peu caché dans les médias qui parlait du projet qui datait de octobre 2022. Que les maires avaient rencontré des promoteurs, qu'ils étaient intéressés par le projet, mais finalement, ça aurait pris 4 mois plus tard pour que les élus soient informés, mais ne puissent pas vraiment en parler, et 6 mois plus tard pour que les citoyens soient informés par un communiqué de presse de la MRC.
Donc, tout ça, c'est assez inquiétant pour moi, puis ça revient un peu à ce que Jacques dit au début. Il y a matière de questionner ces décisions-là, ces projets-là. Il y a aussi beaucoup de choses questionnables dans tout ça, mais ce que je voulais en venir avec ça aussi, c'est les questions de confidentialité. Parce que, bon, au début, on ne voulait pas que les élus en parlent, ça c'est une chose, mais après, j'ai appris que les maires, souvent, doivent signer des ententes de confidentialité. Donc, les maires ne peuvent même pas parler à leurs élus de ce qui se dit durant ces rencontres avec les promoteurs. J'ai su dernièrement qu'on veut même maintenant que des conseillers signent des ententes de confidentialité. Pour ceux qui connaissent l'approche des promoteurs, c'est aussi des ententes de confidentialité pour les agriculteurs. Et un autre exemple, dans la MRC de Nicolet-Yamaska, pour le comité consultatif qu'on a mis sur pied, on a voulu que les citoyens puis ceux qui participaient à ce comité signent des ententes de confidentialité. Donc, c'était trop, pour moi, c'est trop de confidentialité. Ça n'a juste pas de sens pour un projet qui est pour, encore une fois, entre guillemets, le bien de tout le monde. Il faudrait peut-être qu'on s'en parle de façon ouverte pour que ça fonctionne. Ce que vous allez entendre souvent et ce qu'on m'a dit aussi souvent au début, c'est ne vous inquiétez pas, il y aura un BAP, il y a le CPTAQ qui va intervenir, il y a des études environnementales qui vont se faire. Bon, peut-être que oui, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte, comme je vous l'ai dit, le BAP, ça émet des recommandations. C'est essentiel, le BAP, c'est très important. J'en ai appris énormément avec les rapports que j'ai lus, mais ça vient aussi à la fin du processus, quand le projet est tout monté, quand les contrats sont tous signés. Donc, bien sûr, les recommandations vont être émises, mais ne sont souvent, si quasiment jamais respectées. Donc, ça, c'est pas rassurant. Quand on parle du Commission de protection du territoire agricole, Thomas Gervais à Radio-Canada nous a appris que 99% des demandes de dérogation pour l'implantation d'éoliennes sur les terres agricoles ont été acceptées par le CPTAQ. Donc encore là, ça ne m'a pas rassurée. Pour les études environnementales, c'est les promoteurs souvent qui sont responsables de faire ces études-là. Si je vous donne un exemple du projet éolien des Neiges, il y a eu plusieurs études environnementales qui ont été menées par le promoteur, mais le gouvernement conteste elle-même ces études-là pour plusieurs raisons. On dit qu'ils ne sont pas complets, qu'ils n'ont pas pris en compte toutes les espèces qui étaient menacées dans le secteur. Un exemple aussi qui est un peu étrange qui ressort de tout ça, c'est que les scientifiques réclament dans ce projet-là une distance séparatrice de 4 km entre les éoliennes et les caribous pour les nuisances sonores et visuelles que pourraient engendrer les éoliennes. Donc, encore là, ça soulève plus de questions que de réponses. On va aussi souvent vous parler de l'étude de Santé Canada qui a été faite en 2012, qui n'établit pas de lien direct entre la présence d'éoliennes et des problèmes de santé. C'est vrai, c'est ça qui est écrit dans cette étude. Mais encore là, si on gratte un peu la surface, on va lire un peu plus loin dans l'étude. On parle d'un lien qui est établi entre la présence d'éoliennes et le dérangement que ça cause peut engendrer du stress. Et on sait que le stress, ça peut avoir des problèmes sur la santé. Donc, c'est souvent ces arguments-là qui vont être apportés par les MRC, les promoteurs, mais qui laissent souvent plus de place à des questions que des réponses si on prend un peu plus de temps pour y regarder. Pour ce qui en est de la réglementation, bon, on voit que les distances séparatrices, Claude l'a mentionné, sont souvent, on pourrait juger insuffisantes, mais sont aussi un peu aléatoires. Puis ça aussi, ça me préoccupe en tant qu'élu parce que je ne comprends pas pourquoi d'une place à l'autre, on pourrait changer les distances aussi facilement. Mais ce que j'ai réalisé assez rapidement, c'est que les distances séparatrices proposées sont souvent les distances proposées par les promoteurs. Donc, c'est en fonction de la viabilité d'un projet, puis pas nécessairement des besoins des citoyens. Je vous donne l'exemple dans Arthabasca. Boralex a proposé 700 mètres de distance séparatrice, et c'est cette distance-là qu'on retrouve dans les règlements. À Nicolet-Yamaska, Inergex avait parlé de 800 mètres et c'est ça qu'on retrouve dans la réglementation. Donc, un semble suivre l'autre. Un point aussi très important à souligner, c'est la différence de distance séparatrice entre les maisons qui se retrouvent sur les rangs et les maisons qui se trouvent au village. Dans Nicolet-Yamaska, on propose 800 mètres de distance séparatrice entre les maisons de rang, les maisons de campagne et les éoliennes. Mais si on vit au village, on a le droit à 1,5 km de distance séparatrice.
Donc ça, je ne comprends pas comment une éolienne peut avoir moins d'impact parce que je vis sur un rang que si je vis au village, mais c'est ça qu'on nous propose. Un autre élément, quand on parle de terres agricoles dans la réglementation qui est inquiétant, c'est qu'à la fin de vie, on parle pas souvent de la fin de vie de ces projets, mais les socles, les bases d'éoliennes, on les laisse enterrer. On enlève un petit peu une couche de béton, puis ensuite, on laisse le reste enfoui. Donc, ça aussi, pour moi, c'est inacceptable pour tellement peu de terres agricoles qu'on a au Québec de vouloir enfouir la quantité... je ne peux même pas imaginer la quantité de béton qui va rester enfoui dans nos terres une fois que ces projets-là vont venir à terme. Il faut aussi surveiller la réglementation parce que dans la MRC de Nicolet-Yamaska, dans le règlement de contrôle, on a indiqué dans le règlement que si à la fin du projet, un promoteur n'était plus apte à faire la démolition de l'éolienne, ben, les frais pour la démolition reviendraient au propriétaire, c'est-à-dire l'agriculteur. Donc, ça aussi, ça soulève encore des questions. Ce qui m'a vraiment préoccupé aussi dans la réglementation, c'est qu'on passe souvent par ces fameux règlements de contrôle intérimaire. Si vous n'êtes pas habitué à entendre FCI, vous allez vous habituer assez rapidement, mais c'est un processus qui permet des MRC d'établir la réglementation sans consulter les citoyens d'avance et sans tenir de référendum. Il n'y a rien qui les empêche de tenir des référendums, mais ça ne les oblige pas à le faire. Et c'est ce processus-là qu'on voit à répétition qui arrive un peu partout, sous prétexte de protéger les citoyens. Il n'y a rien qui empêche les MRC de dire non, on va attendre, on va prendre le temps de consulter les citoyens. Là, je ne toucherai pas sur... Il y a toujours beaucoup de choses à dire, puis pas assez de temps pour tout parler. Vous avez vu la semaine verte avec les questions d'eau potable. Ça aussi, c'est une inquiétude pour plusieurs élus, à savoir qu'est-ce qui se passerait avec... on n'a pas les études pour nous dire que oui ou non, ça ne se passerait pas chez nous. La question de la privatisation, l'acceptabilité sociale, on a-tu vraiment évalué les alternatives? Y a-t-il une alternative intéressante? On a-tu vraiment tout fait pour réduire notre consommation pour en arriver là? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Donc, tout ça pour dire que moi, c'est des questions que je me suis posées comme élue. Puis au début, je me suis dit, est-ce que je suis la seule à me poser ces questions? Parce qu'on dirait que tout autour de nous, la réponse est toujours oui, c'est un beau projet, c'est merveilleux. Mais j'ai réalisé assez rapidement que malgré le fait que souvent on est tout seul dans nos conseils à se poser des questions en tant que conseiller, qu'un peu partout au Québec, il y a des élus qui se posent les mêmes questions, qui partagent les mêmes préoccupations. Donc c'est pour ça que j'ai fondé le groupe qui s'appelle Vent d'élus. Et on est un groupe en ce moment de 31 élus et ex-élus de 12 MRC au Québec qui partagent justement ces préoccupations, qui aimeraient ça voir un processus plus démocratique vraiment pour les citoyens et non pas pour les entreprises. Donc, nous, on existe on essaye de vous informer, de vous donner d'autres sources d'informations qui ne sont pas véhiculées nécessairement par les promoteurs et par les MRC. Donc, on a un site web, vendélu.ca, où on a publié plusieurs lettres ouvertes. On vous donne des suggestions de lecture. On vous propose des capsules d'information, entre autres avec M. Langelier, pour vous expliquer un peu le côté juridique des choses, qui peut être un peu nébuleux, mais qu'on réussit à comprendre. Et ce qu'on veut aussi faire, c'est encourager les citoyens à se présenter aux prochaines élections municipales qui sont très prochainement, dans moins de 2 ans. Parce que justement, les municipalités ont le pouvoir d'agir autrement. Les municipalités peuvent mettre un frein à tout ça et dire « Attends une minute, on veut demander que nos citoyens soient consultés, on veut tenir des référendums. Avec un peu de volonté politique, tout est possible. » Donc, c'est un petit peu ça notre objectif. Et si vous connaissez des élus et des ex-élus qui ont des préoccupations, invitez-les à me contacter. Puis, je pense que c'est le signal que c'est terminé pour moi. Donc, je donne... Il y a un impact que j'aurais aimé tantôt entendre de la part de Claude, mais de toute façon, il y a tellement d'impacts qu'on ne peut pas tous les nommer. Une éolienne de 60 mètres, bon, 600 quelques pieds plus haut que la tour Ville-Marie à Montréal. Là. Nous autres, à Saint-Maurice, c'est ça l'automne et le printemps, quand les joutards passent, les oiseaux migratoires. Ah!
C'est beau, ça ramène le changement de saison. Je vois passer les oiseaux migratoires. En tout cas, j'espère que... On parle au conditionnel. Ils vont continuer à passer nos outardes si on ne les met pas dans farge, dans les ailes. Une autre chose, la photo que vous voyez là. La photo du haut, c'est une base d'éolienne. Les chiffres, là, on peut dire plein de choses avec des chiffres. Là. Je sais que c'est la quantité de béton, là, c'est astronomique. C'est énorme. Le socle, là, d'abord, c'est environ 3 mètres dans le sol. Mais ça dépend vraiment là, de la composition du sol. 3 mètres, ça, c'est pas mal le minimum. OK? Et puis, si le sol est instable, là, on va piquer des tiges d'ancrage à 30-40 pieds dans le sol pour tenir tout ça. Puis le béton qu'elle prend pour une éolienne, c'est 550 mètres cubes. Ça représente 80% du poids de toute l'éolienne. Ça prend quelque chose de costaud là, pour tenir l'éolienne quand il vente. Là. 550 mètres cubes, c'est comme des verges cubes un peu, là. Ça fait beaucoup de camions. Ça, c'est un autre impact que je n'ai pas parlé tantôt. Pendant la construction, là, des camions, c'est des centaines de camions par jour. Ça va durer pendant 2 ans. OK? Là, ça va détruire des chemins. Nous, en tout cas, il y a beaucoup de chemins qui ont été fermés. Il fallait qu'ils réparent pendant 2-3 jours. Après ça, ils étaient remis en circulation. Puis la poussière, puis le bruit. Ils ont même demandé à certains de nos résidents de déménager. S'ils voulaient, ils leur offraient de déménager dans un autre endroit le temps de la construction, le temps du gros de la construction. Alors ça, c'est des impacts aussi là, qui sont non négligeables. Écrivez vos questions. Et ce qu'on a su, en tout cas qu'on espère de sources fiables, c'est que une éolienne, ça a une durée de vie, c'est comme une personne. On a une durée de vie, à un moment donné, on arrête de vivre. Alors, il faut démolir l'éolienne. Qu'est-ce qui sera démoli? Le petit cap en haut, là, c'est ça qui serait démoli. Qu'est-ce qui reste là en permanence? C'est la base de combien de mètres cubes de béton? 550 mètres cubes de béton, la base, elle reste là. Alors, s'il y a des producteurs agricoles ici, là, je ne vous souhaite pas d'avoir ça dans votre champ. Richard Langelier. Richard Langelier est une référence en droit de l'environnement au Québec. Moi, dire comme mon grand-père, quand on a Richard avec nous autres, là, on ne se mouche pas avec des quartiers de terrain. La comprenez-vous? Ça veut dire qu'on n'a pas n'importe qui avec nous autres. C'est un des spécialistes au Québec en droit de l'environnement. Merci, Richard, d'être avec nous. Merci. Alors, je m'appelle Richard Langelier, je suis docteur en droit, je suis sociologue également, j'ai fait un second doctorat. Et moi, je travaillais au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal, donc je faisais de l'enseignement. J'ai fait de l'enseignement de sociologie aussi à l'UQAM, quand tout ça est arrivé, c'est-à-dire les gaz de schiste. Parce que c'est dans la lutte contre les gaz de schiste, et je sais que plusieurs municipalités de votre MRC, des Chenaux, ont travaillé avec nous, avec les maires. On était une dizaine d'élus municipaux qui voulaient protéger leurs sources d'eau potable. Et maintenant, on veut protéger la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que, dans nos municipalités, on a des moyens pour faire face à ces situations-là? Je suis sûr que dans la salle ici, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Puis tout ce beau monde-là, il va falloir vivre ensemble après. Hein? C'est exactement la difficulté. Parce que s'il y a une division sociale qui s'installe, la vivre ensemble va devenir très compliqué par la suite. Alors, est-ce qu'on a des moyens? Oui, on a des moyens. Alors, j'ai élaboré avec un autre juriste un règlement municipal que je vais vous présenter rapidement. Dans ce règlement municipal-là, il y a d'abord des attendus. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le règlement? Alors, donc, ces attendus-là, à l'article 1 comme tel, on va les intégrer dans le règlement. Pourquoi? Bien, parce que si jamais il y a une contestation, puis que notre formulation n'est pas claire,
que le juge se demande qu'est-ce qu'il voulait, cette municipalité-là. Qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça? Bien, les attendus expliquent les dispositions législatives sur lesquelles on s'appuie, expliquent nos ambitions, expliquent notre volonté de participer à la transition énergétique, mais pas au détriment de la santé, de la sécurité et du bien-être des citoyens. Donc, premier article, ça dit ce qu'on veut faire. Deuxième article, ça dit chaque disposition du règlement, chaque alinéa, chaque article sont adoptés une par une séparément. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour éviter que s'il y a des contestations puis qu'on s'est trompé dans une disposition, ce n'est pas tout le règlement qui va être déclaré invalide, mais simplement cette disposition spécifique-là. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que les règlements municipaux bénéficient d'une présomption de validité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le dernier juge n'est pas passé pour l'examiner, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême du Canada, le règlement il demeure en vigueur. Il est toujours valide jusqu'à temps que le dernier juge se prononce. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'une municipalité qui se rendrait compte qu'ils se sont trompés, bien, avant de se rendre jusqu'en haut inutilement, ils ont juste à refaire le règlement, à modifier certaines dispositions qui pourraient avoir été jugées problématiques par la Cour supérieure. Souvenez-vous de ce qui s'est passé récemment à Prévost, dans les Laurentides. La municipalité a adopté un règlement où elle ne volait plus de gaz de schiste, parce que le gaz qu'on appelle naturel, c'est du gaz de schiste qui vient de l'Alberta ou des États-Unis. Donc, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient donc que dans les constructions nouvelles, il n'y ait pas de gaz. Là, il y a eu une contestation par Énergie, puis les partis se sont assis ensemble, ils ont trouvé une solution le permettant à ceux qui se chauffent déjà au gaz de pouvoir continuer de le faire. Donc, quand on adopte un règlement municipal, là, il ne faut pas avoir peur de son nombre. Là. Ça se peut qu'il y a des compagnies qui veulent intimider les élus locaux, puis qu'ils mettent une mise en demeure, puis ils introduisent à la Cour supérieure une contestation. Mais ça ne veut pas dire qu'on va la perdre. Là. À Restigouche, là, la petite municipalité qui était poursuivie par une société gazière pour avoir adopté le règlement de Saint-Bonaventure qu'on avait formulé, bien, ils ont perdu. Non seulement ils ont perdu, mais ils ont dû verser 175 000 $ à la municipalité pour couvrir ses frais. Donc, c'est ça qu'il y a dans les deux premiers articles du règlement. Troisième article, les membres du conseil municipal ne signent pas de contrat avec les promoteurs. Pourquoi? Bien parce qu'à un moment donné, si plein de conseillers municipaux signent, bien là, la population, elle sort plus. Qu'est-ce qu'on défend? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils défendent? Leur intérêt privé ou l'intérêt commun de la population? Et ça peut même atteindre, parce que les promoteurs ne sont pas fous, hein? Ils spotent, comme on dit en bon québécois, ils identifient c'est qui les conseillers, c'est ceux-là qui vont aller voir, parce qu'ils savent très bien que les conseillers peuvent avoir une influence sur la suite du projet. Mais là, ça fait en sorte que dans la MRC de Nicolette-Yamaska, puis dans la MRC d'Arthabasca, bien, il y a des municipalités qui étaient devenues non fonctionnelles parce que 4 des élus avaient signé avec les promoteurs, puis là, sont en conflit d'intérêts, donc ils ne peuvent pas se prononcer. Alors là, la municipalité est régie par la MRC en vertu de l'article 163 là, du Code municipal. Donc, c'est important de dire, tu te soumets ou tu te démets. On n'en veut pas de situation louche où, effectivement, on ne sait pas exactement. C'est toute la crédibilité du conseil municipal qui devient affectée par ce genre de situation-là. Bon, alors, les élus ne signent pas. Ensuite, le promoteur qui rentre dans le territoire de la municipalité, là, qu'est-ce qui se passe, là, autant dans le projet TEST que dans les projets d'Hydro-Québec? C'est que les promoteurs rentrent, ils signent avec avec un certain nombre de cultivateurs, puis après ça, ils vont voir la municipalité, puis ils disent, bien là, le projet, êtes-vous pour? Non, ça ne peut pas marcher de même. Ça, c'est de secondairiser complètement nos élus municipaux. Il faut défendre nos municipalités. C'est ça qui est en cause actuellement avec ces projets-là. Donc,
le promoteur qui veut agir dans le territoire de la municipalité doit demander l'autorisation à la municipalité, doit remplir le formulaire et il doit démontrer qu'il a une capacité financière, un bond, d'au moins 10 millions de dollars. 10 millions, vous allez dire, c'est gros. Non, c'est pas gros. Parce que, comme on l'a vu tantôt, les chemins municipaux vont être détruits vraisemblablement. Alors donc, il faut obtenir l'autorisation de la municipalité en remplissant le formulaire. Mais il faut faire plus que ça, parce qu'il faut signer un contrat à l'effet qu'on s'engage à réparer et à remettre en état toutes les infrastructures municipales qui auraient pu être affectées par la construction et l'exploitation du parc éolien. Mais ils doivent aussi faire une autre chose. Ils doivent soumettre à la municipalité un plan de partage des bénéfices. Pas donner à une personne une récompense parce qu'elle accepte de mettre une éolienne chez eux, puis comme les gens ne sont pas fous, bien, ils ne la mettent pas à côté de la maison, ils la mettent beaucoup plus loin, soit à côté du voisin. Donc, ce qui se passe, comme Claude vous l'a raconté, c'est la division sociale. Moi, j'ai vu des situations complètement incroyables, des gens qui sont prêts à s'arracher la tête les uns les autres, que les conseils municipaux deviennent des foires d'empoigne. Il faut éviter ça. Il faut s'assurer que ça n'arrive pas, ce genre de situation. Bon, alors, une fois que c'est fait, maintenant, il faut donner des distances séparatrices raisonnables. Et qu'est-ce que c'est dans le règlement municipal qu'on propose? C'est minimum 2 km des maisons. Pourquoi? Bien, comment on a fait pour établir le 2 km? Parce qu'il n'y en a pas des éoliennes 6,2 mégawatts au Québec. Alors, comment on le fait? Alors, on est parti strictement de ce qui existe. Ce qui existe, par exemple, dans la MRC Saint-Jean-sur-Richelieu, qui avait dit c'est 2 km. C'est la même règle qui existe au Vermont et dans un certain nombre d'États européens. Alors, on est parti avec, effectivement, des distances séparatrices sévères, parce qu'effectivement, on ne le sait pas. Puis quand on ne le sait pas, on applique le principe de précaution qui est prévu dans la loi sur le développement durable, et on ne s'engage pas à l'aveuglette pour détruire le paysage. Parce que le problème, c'est que quelques producteurs agricoles, avec un promoteur, vont modifier le paysage de toute une région, puis les municipalités là-dedans, les MRC, as-tu fait sa job, la MRC? Parce qu'un des éléments du schéma d'aménagement d'une MRC, c'est l'impact sur le paysage, c'est l'impact sur l'agriculture. Comment est-ce qu'on a évalué ça avant de dire on s'embarque dans ce projet-là? Les municipalités ils ont une responsabilité. Alors donc, on s'assure de mettre en place des conditions pour ne pas se faire avoir par les promoteurs. Maintenant, le conseil municipal, il ne faut pas qu'il reste inactif. Alors donc, une obligation qui est imposée, c'est effectivement de colliger de l'information claire, objective, compréhensible, diversifiée, pour faire en sorte que le conseil municipal soit capable de se faire une tête sur ce projet-là. Pas juste entendre la belle petite chanson, ça va rapporter de l'argent, ça va rapporter de l'argent, ça va rapporter de l'argent. Oui, ça va en rapporter de l'argent. C'est un fait. C'est un fait que les municipalités actuellement sont dans une situation paradoxale et très compliquée parce que le gouvernement a refusé de les financer adéquatement. Ils ont demandé 2 milliards par année pendant 10 ans pour faire face à l'inflation et au changement climatique. Le gouvernement lui a dit non. Si vous voulez de l'argent, bien, accueillez des éoliennes et investissez là-dedans. Parce que dans la région, dans les régions où on fonctionne avec Hydro-Québec, là, vous, c'est un projet privé, mais il faut savoir que les MRC doivent investir. La loi sur les compétences municipales permet à une municipalité, à une MRC, d'investir jusqu'à 50 mégawatts. Alors, 50 mégawatts, si vous avez un projet de 400 mégawatts, le 1/8e, bien ça veut dire qu'il faut investir des sommes colossales. À Arthabasca, lorsqu'ils viennent d'obtenir le projet, l'investissement que la MRC doit faire, c'est 93 millions de dollars. Pas des farces, là, c'est beaucoup d'argent, d'autant qu'il y a une disposition de la loi
qui permet au gouvernement de demander une MRC de se porter garant. Alors, si la compagnie fait faillite, bien là, ça veut dire que c'est la MRC qui doit assumer toutes les conséquences de cet investissement improductif qui aurait eu lieu. Donc, le conseil municipal, il doit examiner ce projet-là de fond en comble. Il doit aussi peut-être examiner, géolocaliser son territoire. Peut-être qu'on a un petit coin dans une partie isolée de la municipalité où on pourrait, où il n'y a pas de contraintes agronomiques, là, ça n'a pas d'impact sur la production laitière, ça n'a pas d'impact sur l'élevage de certains animaux qui sont plus sensibles. Alors donc, peut-être que là, on peut dire oui, bon, on a évalué les pour, les contre et tout ça, mais pour être capable de le faire, à quel endroit qu'on peut en mettre si on veut respecter le 2 km, ça s'appelle la géolocalisation. Donc, il doit faire ça. Il doit aussi examiner, oui, OK, on veut participer à la transition énergétique, mais l'éolienne, c'est-tu le bon moyen? Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens? Est-ce qu'il y aurait du solaire qu'on pourrait mettre, mettre du solaire sur les granges, par exemple? Ça aurait probablement moins d'impact. Il faut donc explorer, pas juste être prisonnière d'un projet qui nous arrive, puis il faut dire oui ou non. Il faut examiner qu'est-ce qu'on peut faire objectivement pour que ça ne nuise pas à la santé, à la sécurité et au bien-être des citoyens, tout en contribuant à le développement de l'énergie renouvelable. Dernier point, il faudrait peut-être favoriser des projets publics ou coopératifs. Il y en a, la municipalité, la MRC de Pierre-de-Sorel, il y en a des éoliennes, ils ont formé une coopérative, tout l'argent revient effectivement à la MRC. Est-ce que le plan de travailler avec des promoteurs, c'est la seule façon de faire ça? Non. On peut faire preuve d'imagination, de volonté politique, puis de s'organiser pour qu'on contrôle ce développement-là sur notre propre territoire. Donc, des obligations pour la municipalité, parce que le règlement, il y a une clause qu'on appelle crépusculaire, c'est-à-dire que le règlement, il est bon pour 2 ans. Pendant ces 2 années-là, c'est là qu'on va collecter l'information, et une fois qu'on a collecté l'information, bien évidemment, il faut consulter la population de façon appropriée, en multipliant les séances d'information, en faisant venir des experts, en prenant des moyens raisonnables pour qu'effectivement la population sache avec quoi elle s'engage. Et, in fine, à la fin, ben là, il y a une disposition qui prévoit on doit tenir un référendum. Un référendum où c'est oui ou non. Un référendum, et on le sait, on a fait une courbe dans l'histoire, il faut répondre oui ou non. Hein? Alors donc, il faut que la population soit consultée. Pourquoi? Bien parce que la légitimité démocratique que représentent nos élus, elle ne représente pas à elle seule toute la légitimité démocratique. Quand il s'agit de modifier le paysage, de s'engager dans des enjeux financiers, de mettre sur son territoire des instruments susceptibles de produire plusieurs nuisances, à tout le moins, il faut que la population se présente, se positionne et décide. La démocratie directe est une forme supérieure à la démocratie représentative quand il s'agit de grands projets qui modifient tout le cadre de vie. Alors, par la suite, il y a d'autres dispositions dans le projet de règlement. Les sanctions. Évidemment, les sanctions, dans tous les règlements municipaux, il y a des sanctions. Les montants d'amende sont limités. Le code municipal ne permet pas d'aller au-delà de 2 000 $, doublable s'il s'agit d'une récidive. Donc, pour les promoteurs, payer 2 000, ce n'est pas ça qui va les énerver bien. Hein? Alors, pour éviter qu'il y ait que ça, il y a une autre disposition qui dit, oui, mais si vous n'avez pas respecté le règlement municipal, on ne peut pas agréer à votre projet. Parce que les municipalités, normalement, doivent se prononcer sur les projets. Et donc, là, si vous avez violé le règlement, si vous êtes allé comme des cow-boys aller voir des cultivateurs sans consultation, alors avec les élus locaux, bien là, il va y avoir une sanction, c'est qu'on ne travaillera pas avec vous parce que vous avez démontré que vous n'avez aucun respect pour la municipalité. Alors, ce règlement-là, qu'est-ce qu'il fait profondément? Il donne un processus. On en veut-tu, on n'en veut pas,
on va en avoir le cœur net, on va se mettre en place un processus qui va s'étendre maximum sur 2 ans. On peut arrêter avant. Si on arrive à la conclusion que toute la population n'en veut pas, on peut arrêter avant, évidemment. Mais au maximum, on a une période de 2 ans pendant laquelle on examine ça, le projet, on consulte notre population, puis on prend une décision. Alors, moi, je pense que nos élus locaux doivent faire preuve de courage, là, parce qu'effectivement, on a des problèmes financiers dans les municipalités. On voit, là, on est dans la période des augmentations de taxes. On voit que ce n'est pas facile pour les petites municipalités locales. Parce que depuis la réforme de Claude Ryan, qui a été ministre des Affaires municipales malheureusement, il a transféré énormément de responsabilités aux municipalités locales, mais il ne nous a pas donné les ressources financières pour être capable d'agir correctement. C'est devenu très, très, très compliqué. Le nombre de responsabilités qui s'ajoutent d'année en année aux municipalités locales, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, ce qui fait en sorte que, bien là, le pouvoir tranquillement est transféré vers les MRC. Donc, et dans le cas des projets avec Hydro-Québec, on va former en plus une régie sur laquelle vont siéger quelques élus locaux, quelques représentants des Autochtones et des représentants des compagnies. Alors là, le pouvoir s'éloigne de plus en plus de la population, de la réalité de nos municipalités. Parce que, n'oubliez jamais ceci, dans la loi sur les compétences municipales, la production d'énergie renouvelable, c'est une compétence qui relève des municipalités locales. Alors, défendons nos municipalités locales, exigeons qu'elles mettent en place un processus pour qu'on arrive à une décision qui fasse le plus large consensus possible pour éviter cette division sociale dont Claude et Rachel vous ont parlé. Alors voilà, c'est le règlement. Je vais poser la question à Richard, dans le fond. Si on comprend bien, c'est que la réglementation municipale a préséance sur une position de la MRC, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, évidemment, si votre MRC adopte un règlement de contrôle intérimaire, souvent, dans ces règlements-là, il y a des distances séparatrices. Et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit que les règlements des municipalités locales doivent être conciliables ou compatibles avec la réglementation de la MRC. Alors, si une municipalité se donne un processus, se donne des distances séparatrices plus larges, est-ce que c'est conciliable? Oui, ça l'est. Parce que la loi ne parle pas de normes identiques ou similaires. Elle dit qu'elles doivent être conciliables. Pour un citoyen d'une municipalité qui a adopté 2 km, puis la MRC a adopté 700, 800, 900 mètres, est-ce que le citoyen qui respecte la règle locale viole la règle de la MRC? Pas du tout. Donc, la municipalité locale peut être plus sévère si jamais la MRC, elle, ne l'a pas été suffisamment. Donc, il ne faut pas les opposer. Dans l'arrêt de la Cour suprême à Spraytech, la ville d'Hudson qui avait interdit l'épandage de pesticides sur son territoire. Alors, la compagnie en question, Spraytech, a contesté, et là, c'est allé jusqu'à la Cour suprême. Alors, qu'est-ce que la Cour suprême a dit? Le fait qu'il y ait des réglementations, dans le cas présent, provinciales et même fédérales, n'interdit absolument pas à une municipalité locale d'adopter sa propre réglementation. La question, c'est qu'il ne faut jamais placer le citoyen dans une position où, respectant l'une, il violerait l'autre. Alors, si, par exemple, mettons que la MRC mettrait, pour que ce soit très clair, si la MRC dit 800 mètres entre les maisons, puis que la municipalité locale disait 400 mètres, bien là, le citoyen qui respecte la règle d'en bas, il se trouve à violer la règle d'en haut. Mais dans la mesure où la règle est simplement plus sévère, en fait, la règle à MRC doit être considérée un peu comme le plancher et non pas le plafond. En fait, la liberté d'expression des citoyens, quand il s'agit d'un débat public qui concerne l'avenir de la communauté, c'est là que la protection constitutionnelle de la liberté d'expression est le plus étanche, est le plus forte.
Alors, c'est clair que le fait de pouvoir s'adresser à ses conseillers, de poser des questions, de les critiquer, ça fait partie de la liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, c'est pas juste celui qui parle, c'est le droit du public à l'information qui est une composante de la liberté d'expression. Et si nos élus ne nous donnent pas les informations adéquates, ben oui, on a le droit de les critiquer. Ceci dit, il faut le faire avec courtoisie, il faut le faire de façon respectueuse. De toute façon, c'est là que ça porte le plus. Si on se met à injurier des personnes, on n'avancera pas. Même là, il va arriver pire. Moi, j'ai simplement critiqué l'absence de démocratie qu'il y avait dans une MRC. J'ai reçu une mise en demeure. Vous avez vu à Québec, il y a 97 citoyens qui n'étaient pas contents du conseil, qui ont reçu des mises en demeure. Alors, ça se peut que une MRC, dans la volonté d'imposer sa décision, essaie d'intimider les citoyens. Mais sachez que quand on parle d'éléments qui relèvent du caractère public, là, qui est au cœur de l'élaboration des politiques publiques, c'est là que la liberté d'expression est la plus forte au Canada. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand on parle du RCI, je donnais la semaine passée l'exemple, vous êtes dans un conseil municipal, vous apprenez qu'il y a une compagnie américaine qui veut enfouir des déchets nucléaires dans votre territoire. Bien, là, vous adoptez un RCI. Le RCI, sa fonction première, c'est de geler une situation, c'est de la geler. Et pour permettre que la MRC modifie son schéma d'aménagement, puis qu'elle interdise. Vous sachiez que dans la loi sur les compétences municipales, c'est bien indiqué que la municipalité peut interdire une activité qui se passe sur son territoire. Là, souvent, là, les préfets de la MRC nous disent « Non, 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 on ne peut pas interdire, on peut juste régir. » C'est faux. Il y a une disposition précise, expresse, qui dit que toute activité susceptible de compromettre l'environnement dans un territoire municipal peut faire l'objet d'une interdiction. Alors, ça, c'est clair. Maintenant, le RCI, une fois qu'il est adopté, là, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucun motif d'adopter un RCI dans votre MRC. Il n'y a pas de danger immédiat, il n'y a pas de contracteur qui est là avec ses camions pour commencer les travaux. Donc, il n'y a pas d'urgence. Et donc, à ce moment-là, c'est une déformation de la disposition législative. C'est un usage inapproprié de la disposition, d'autant que dans des BAP, Rachel pourrait peut-être nous en parler, il a été bien mentionné qu'un RCI était un instrument inapproprié pour gérer un parc éolien. Alors, si la MRC, malgré votre opposition, décide de continuer d'aller de l'avant, la possibilité que vous avez, c'est d'écrire au ministre. Parce que le ministre, une fois qu'un RCI est adopté, il doit être soumis au ministre qui doit juger si le RCI s'inscrit dans les grandes politiques du gouvernement. Alors là, c'est pas ça qu'on fait. On adopte un RCI pour favoriser l'implantation d'éoliennes et non interdire. Alors donc, c'est un usage inapproprié de la disposition. Alors là, vous pouvez faire des pressions politiques sur le ministre. Dans Nicolette-Yamaska, le comité de citoyens a envoyé une mise en demeure par l'huissier au ministre en disant vous pouvez pas avaliser ce projet de RCI parce que il déforme la loi, c'est un usage inapproprié. Et là, évidemment, c'est un débat politique. Alors, c'est la même chose avec vos élus. Merci. En fait, la réponse est peut-être un peu plate, dans le sens qu'on ne peut pas obliger personne à rien faire. Par contre, on peut essayer de créer les conditions où ça devient un peu impossible de faire autrement. Pour vous donner un peu l'exemple, dans notre MRC, les citoyens ont pris la stratégie d'aller informer les élus. Donc, si les élus ne voulaient pas aller s'informer,
chaque mois, ils apportaient des documents scientifiques, des reportages, puis ils fournissaient ça directement aux élus. Ils allaient au Conseil des maires pour justement être en mesure de parler à tous les maires au même moment et de soulever des questions importantes. Dans les municipalités, si vous avez un bon contact avec un conseiller, ben les conseillers peuvent prendre parole, mais c'est pas toujours évident. Mais c'est vraiment d'essayer de partager l'information puis de le rendre le plus public possible. Parce qu'une fois que c'est public, ben là, tout le monde peut se poser des questions. Les journalistes peuvent poser des questions aux élus, puis ça devient un peu gênant de ne pas y répondre, ou au moins de confronter la réalité puis de devoir y faire face. J'ai ici, là, ça s'appelle « Énergie éolienne et acceptabilité sociale, guide à l'intention des élus municipaux du Québec ». Bon, ça, c'est le premier document que les élus devraient lire. Fait que vous pouvez le proposer à vos élus. Puis comme Rachel disait, il faut se présenter au conseil de votre municipalité et au conseil des maires. C'est eux qui détiennent la clé, là. Vraiment, c'est eux qui détiennent le pouvoir décisionnel. Alors, c'est extrêmement important d'être présent et puis de vous organiser aussi, là. C'est un règlement. Alors, tous les règlements municipaux sont amendables, abrogeables, etc. Donc, oui, c'est possible, effectivement, de le modifier. C'est une longue procédure. Alors, mais pourquoi l'adopter? C'est ça la question. Alors, pourquoi l'adopter? Bien, parce que ça part du ministre Fitzgibbon en haut, ça descend à l'UMQ puis à la RQM, qui sont de chaudes partisanes. Les unions municipales, c'est des chauds partisans du développement des éoliens. Alors, c'est l'UMQ ou la FQM, souvent sont engagés par les municipalités pour les accompagner, nous disent-ils, dans le processus. Mais ce que les deux unions municipales veulent, c'est l'adoption, parce que si on a la logique, on n'a pas de financement par le gouvernement, donc il faut se trouver du financement parce que les impôts fonciers, c'est pas suffisant. Donc, on y va de cette manière-là. Alors, ce qu'on voit, quand j'ai entendu dire que dans votre MRC, on allait adopter un RCI, ben c'est ce qu'on a vu à Nicolette-Yamaska. C'est pas nécessaire. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, ça sert à imposer les éoliennes, ça sert pas à protéger le territoire contre une activité qui serait inacceptable. Ben, là, on est dans le débat politique. Hein? On est au sens noble du terme. Là, je parle pas de la politique partisane, mais c'est un débat politique. Et il faut mobiliser. Par exemple, à Nicolette-Yamaska, au Conseil des maires, ils ont mobilisé 250 citoyens qui sont venus dire à la MRC qu'ils n'en voulaient pas. Mais la préfète, c'est la vice-présidente de l'UMQ, puis elle l'a imposé. Parce que le problème aussi dans les MRC, c'est que souvent, une municipalité, à cause de sa population, bénéficie de plusieurs voies. Par exemple, dans Drummond, la ville de Drummondville, 82 000 ou 83 000 habitants, dispose à elle seule, ou pratiquement à elle seule, d'un pouvoir décisionnel. Dans Nicolette-Yamaska, la ville de Nicolette a 9 voies. Et la plupart des villages ont une voie. Donc, ça prend 10 villages qui s'objectent pour faire en sorte que la résolution soit pas adoptée. Alors, il y a des problèmes de fonctionnement démocratique dans nos MRC qui favorisent des déviations, des dérives antidémocratiques comme celles qu'on voit maintenant. Jean-Pierre Saint-Arnaud, Sénat 6. Moi, c'est une question juridique. Est-ce que c'est légal qu'un promoteur impose la confidentialité à des élus, tels que des conseillers, des maires qui représentent la population? Est-ce légal? Le demander, le proposer, mais c'est aux élus à se tenir debout et à dire non, nous, on n'embarque pas là-dedans. Mais le problème, dans les contrats, moi, je connais pas les contrats ici, dans la région. S'il y avait un agriculteur qui voulait m'en fournir un, j'aimerais bien ça l'analyser. Mais dans la plupart des contrats, ben, c'est prévu la confidentialité. Alors là, souvent, les maires disent « On va aller voir ça, on va y aller, là, on va se déplacer. » C'est ça qui est arrivé dans Nicolette-Yamaska.
Et là, ils vont rencontrer les cultivateurs chez qui il y a un éolien, dans un parc ailleurs, puis ils lui disent, puis comment ça va? Ah, ça va bien, parce que le cultivateur, il n'a pas le droit d'en parler. S'il en parle, il peut être poursuivi parce qu'il a accepté une clause de confidentialité. Alors, le problème, c'est que, tu sais, on pourrait dire, non, c'est pas légal, on va contester, on va aller devant les tribunaux. Oui, mais on a-tu l'argent pour faire ça? Parce que les avocats, c'est devenu des bandits, là, je m'excuse, mais c'est ça la réalité. Ils chargent des prix qui n'ont pas de bon sens. Alors, tu sais... Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas qu'un élu soit cultivateur. Merci, Richard, c'est très éclairant. J'oserais dire, dommage qu'on n'ait pas plus d'élus dans la salle, parce que on a quelqu'un qui s'est présenté ce matin, qu'on n'attendait pas, mais qui est la bienvenue, qui aimerait dire un mot. C'est la personne que vous avez vue aux nouvelles vendredi soir et qui a parlé du fameux rêve de l'hydrogène. Alors, j'inviterai Mme Ouellette, qui est avec nous, qui s'est présentée, et c'est celle que vous avez vue à la télé cette semaine, le vendredi soir. Bien, merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, je lève mon chapeau aux organisateurs de la rencontre et bravo pour la participation nombreuse et d'être là à vous informer de ces projets-là. L'éolien, c'est une énergie extraordinaire, surtout en complément de l'hydraulique. Le problème qu'on a ici, c'est que c'est pour fournir un projet TES Canada, qui est une aberration énergétique, je veux dire de l'hydrogène d'hiver. Ils disent que ça va servir à la décarbonation, mais pas du tout. Ça va contribuer à la carbonation parce que c'est des blocs d'électricité qui, au lieu de servir à sortir le gaz et le pétrole de notre équation énergétique, vont être accaparés par le projet TES Canada, ce qui est une totale aberration. Ça consomme de 5 à 10 fois plus d'énergie d'utiliser de l'hydrogène d'hiver que d'utiliser l'électricité directement. Et en plus, c'est un mauvais endroit parce que des éoliennes, il n'y a aucune forme d'énergie qui n'a pas d'impact. Des éoliennes, ça a aussi des impacts. Des impacts, on l'a entendu tout au long des conférences, le son, la vibration, au niveau même des passages migratoires, au niveau de l'emprise sur le terrain, les sols agricoles. C'est pas la meilleure place. Et de faire ça par le privé qui prend toujours une cote au passage, ça coûte juste plus cher à tout le monde, ce qui n'est pas une bien bonne chose non plus. Donc, idéalement, l'éolien devrait revenir sous Hydro-Québec. La meilleure place, c'est proche des réservoirs, proche des postes de départ, là où il n'y a pas d'impact pour les gens. Donc là, je sais pas, je serai disponible, c'est très rapide, mais pour plus d'informations, je dois aller faire un petit tour. Là, je m'étais engagée à aller sur le dossier de Norvolt, donc je dois quitter pour le dossier de Norvolt, j'ai pris des engagements, mais là, je sais pas et je serai disponible. Madame Ouellette sait de quoi elle parle. Elle a été ingénieure à l'Hydro-Québec. Elle a fait carrière comme ingénieure à l'Hydro-Québec. Fait que je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Là, je vous avais posé une question au début. Et là, j'attends une réponse parce qu'il y a quelqu'un qui va peut-être gagner. Il y a 3 saints dans l'Église. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me nommer quels sont les 3 saints? Bon, il y a Saint-Maurice, mais c'est pas lui que je voulais entendre. Ensuite, vous avez risqué une réponse, M. Marin. Saint-Michel, c'est pas lui. Saint-Jean, ah ben, regardons ça, qui est là? Hein? Oh, je sais pas, d'avoir de la belle visite de Saint-Narcisse. Non, c'est pas Saint-Jean. Hey, Denis, on parle-tu de Saint-Pierre-les-Béquets? Non. Non, pas Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Paul-les... Non, Saint-Pierre-les-Béquets, Saint-Paul-les-Tenay. Non, c'est pas ça. Non, vous ne savez pas les 3 saints? Madame Simon? Saint-Alexis, Sainte-Marguerite, Saint-Jean, c'est pas ça. Bon. Saint-François Lemire, non. Hey, revenez une photo de Saint-Maurice, pas une belle photo de Saint-Maurice, François Lemire, l'illustre fils de Joe Lemire. Bon, mais vous me dites qu'il y a 3 saints, moi. Saint-Digné, Saint-Formé, puis Saint-Impliqué.